Bernard Hopfner a présidé l'association Atlas, Association pour la promotion de la traduction littéraire, dont le siège est au CITL, Collège international de traducteurs littéraires, à Anne. Créé en 1987, le collège a pour mission d'accueillir en résidence des traducteurs du monde entier, mais aussi des auteurs désirés de travailler un moment avec leurs traducteurs. Ils y ont accès à une bibliothèque de quelques 21 000 ouvrages en plus de 50 langues, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'ensemble des livres traduits par Bernard se trouvait chez sa sœur Catherine. J'avais tressailli en entendant dire qu'ils étaient entreposés dans la salle de bain. Dans la salle de bain, oui, mais dans des boîtes en plastique. L'hiver 2021, je proposais à Chloé, la fille de Bernard, et à Catherine de demander à Jorn Grandbrelin si la bibliothèque du CITL, qu'il dirige, pourrait les héberger. Elles en acceptèrent l'idée, lui aussi. C'est un endroit où la présence de ces livres ferait sens. Un endroit où ils pourraient être consultés par d'autres traducteurs, voire prêtés. Un endroit avec de bonnes conditions de conservation, où tous seraient maculés sans relâche par l'épais pouce de la postérité, rêvais-je. Catherine les y transporta et le 26 juillet 2022, je me rendis à Arles après avoir proposé à Jorn de les trier et cataloguer sur place. Là-bas, les rencontres de la photographie battaient leur plein. Il fallait attendre 1 heure avant de se faire servir un café sur les terrasses chauffées à blanc. Dans les bureaux du collège, l'on n'entendait que le frissonnement des livres aux pages rendues vibratiles par les ventilateurs. Un soir, très tard, un cri de détresse brisa le silence de la bibliothèque, celui d'une traductrice orientale et fantomatique que j'avais failli enfermer pour la nuit. Ouvrir les boîtes fut une expérience troublante. En épousant Saint-Jérôme, j'avais simultanément pris le voile au début des années 1980. Pourquoi se souvenir de tels livres que Bernard avait traduits il y a 40 ans et pas de tel autre sorti il y a moins d'une dizaine d'années? Celui-ci, dans quelle maison, dans quel appartement y avait-il travaillé? Quel éditeur avait-il bien pu le convaincre de traduire ce pavé ennuyeux? Pour quelle rencontre publique avait-il truffé ce livre-là de post-it? Et ces billets de trains oubliés, où Bernard partait-il encore? Pourquoi les marges de celui-ci portent-elles des corrections supplémentaires au crayon à papier? Disons-le avec le Thomas Brown de la Bibliotheca Abscondita, l'on ne trouvera pas dans le fond Bernard Hopfner de la bibliothèque du CITL d'antiquités, d'images et curiosités remarquables de diverses sortes, rarement, voire jamais vues par tout homme vivant à notre époque. Je ferme le guillemet. Hormis le dernier état, manuscrit, de sa traduction des sonnets de Shakespeare, que Bernard s'était amusé à relier. Jorn, Catherine, Chloé et moi avions décidé de ne mettre ni les ouvrages collectifs, ni les anthologies, ni les catalogues et livres d'art, ni toutes les revues auxquelles il avait collaboré ou pour lesquelles il avait traduit. Un nombre de pages difficiles à évaluer, traduit tantôt à des fins alimentaires, tantôt non. Le tri effectué ne restait que 110 volumes, entre 2 et 3 mètres linéaires. Autant dire pas grand-chose, mais on gardera à l'esprit que cette grosse centaine de livres a été l'œuvre d'une vie de traducteur commencée réellement plus ou moins à 40 ans, tardivement donc, et interrompue trop tôt. Après la mort de Bernard, les écrivains Will Self et Gabriel Josipovici se dirent orphelins de traducteurs. Catalogué sous la conduite d'Ameline Habib fut une opération rapide, puisqu'il est désormais possible de récupérer les Links d'Open Data de la Bibliothèque nationale de France, les LOD, comme disent les professionnels. Il suffisait pour créer le fonds Hopfner au sein de la bibliothèque du collège, qui elle-même porte le nom de Laure Bataillon, une traductrice de l'espagnol que Bernard admirait, d'ajouter les mentions de localisation et de se conformer aux subdivisions de la classification décimale de l'IWeb en vigueur là-bas. Rentrée à Dieulefi, j'ai recherché sur les sites des éditeurs les résumés qui manquaient et les ai transmis à Ameline afin qu'elle complète les notices.
Emmanuel Aucard dit quelque part « J'imaginerais qu'un jour, un éditeur puisse publier un livre de toutes mes traductions comme un livre de moi que je signerais. » Sans entrer dans le traditionnel débat sur le rôle du traducteur auquel Bernard a pas mal contribué, ce n'est pas à moi de tremper ma plume dans cette controverse, j'imagine cependant que Bernard aurait volontiers partagé ce fantasme d'Emmanuel Aucard. Je rappelle que le plus souvent, une fois sa réputation de bon traducteur établie, c'est Bernard qui proposait auteurs et titres aux éditeurs. Relire les quatrièmes de couverture des livres qu'il a traduits, les préfaces et les notes qu'il a parfois ajoutées à certains d'entre eux, amène à retisser les liens qui unissent tous ces choix, à renouer les thèmes récurrents qui les habitent. Une arborescence de parenté, filiation, accointance. Si la mélancolie de l'anatomie de Shelley Jackson est arrivée aux éditions José Corti après l'anatomie de la mélancolie, c'est que Shelley Jackson avait eu Robert Coover comme professeur à Brown Université. Melville et Guy Davenport ont été des lecteurs inlassables de Robert Burton. Ils ont puisé sans réserve dans Thomas Brown. Mervyn Peake a illustré La chasse au snack. John Keane, dans Contre-narration, introduit les Jim et Huckleberry Finn de Mark Twain. Davenport, encore lui, a écrit une thèse sur Ulysses de Joyce. Will Self parsème ses romans fleuves d'accent joycien. Sorrentino, comme Bernard, était entiché de Laurence Sterne, Raymond Roussel, Flann O'Brien et Loulipo. Des écrivains que caractérisent l'audace formelle, les variations stylistiques, l'art de la digression et la puissance narrative. Des écrivains qui tous célèbrent les pouvoirs magiques de la littérature. Des écrivains qui, pour la plupart, pratiquent l'humour pour masquer leur vision extrêmement pessimiste de la condition humaine. Au fond de tous leurs livres réside cette expérience capitale en quoi consiste tout bonnement l'initiation au monde et à la finitude. Et c'est parce que nous sommes mortels, qu'il revient au livre de porter le poids d'être un peu immortel. Et c'est pourquoi nous chérissons les bibliothèques. Merci.